les cowboys du Nunavik. Oui, je peux vous le dire, c'était jadis la réputation des pilotes du nord du Québec. En 16 ans dans le nord, j'ai vécu ça absolument. Mais maintenant, je peux vous assurer que c'est une histoire ancienne. C'est une évolution positive grâce aux sciences et à l'évolution technologique. L'évolution technologique nous a permis de voler en toute sécurité dans un endroit qui est rempli de défis. Et ça ne nous empêche pas de faire une job différente? Absolument pas. Le côté extrême de notre travail est toujours présent, mais tellement plus sécuritaire. Mais qu'est-ce que le Nunavik? Eh bien, le Nunavik, c'est la pointe du Québec. Vous voyez ce morceau de notre merveilleux Québec? Eh bien, c'est ça qu'on appelle le Nunavik ou le nord du Québec. Quand vous entendez le Nunavut, ça, c'est le nord du Canada. C'est pas du tout la même chose. Donc, Nunavik, Nunavut. D'ailleurs, j'ai acheté cette merveilleuse sculpture d'un ours polaire au Nunavut, à Clyde River. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est vraiment pesant. Donc, des richesses du Nord. Quand quelqu'un vous dit qu'il est allé au Nord en parlant de Chibougamau ou de Sept-Îles, croyez-moi, il y a du chemin à faire. En réalité, la distance entre Montréal-Québec et Salouit est équivalente à Floride et même peut-être un peu plus. Donc, votre Québec, c'est extrêmement énorme. Et dans ce merveilleux Nunavik, on va retrouver 14 communautés ou villages que vous allez retrouver des pistes, des Inuits qui vivent le long de la baie d'Hudson ou d'Ungava. Puis à côté de l'eau, vous le savez, il y a du brouillard, il y a des bons vents, puis il y a aussi des animaux comme des ours polaires, des orques, des belugas, des renards arctiques, des loups, des tonnes d'animaux sauvages. On vit ça au quotidien, on est dans un endroit sauvage. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Je vous en reparlerai un jour. Chaque village possède son nom en Inuktitut. C'est le langage inuit. Quelle merveilleuse langue! Et chaque nom de village possède un mot qui signifie quelque chose. Quand on commence dans le nord, on a un peu de misère à dire les noms des villages, mais on s'habitue assez rapidement. Oumoyak, Iwivik. Il y en a un qui est facile. Kujwak. Kangirslua-Lujwak. J'ai encore un peu de misère moi-même. Les Inuits sont la richesse du Nunavik. Par leur culture, leur tradition, c'est des gens extrêmement sympathiques qui adorent pêcher et chasser. Vous pouvez avoir les plus beaux spectacles d'aurore boréale au monde. Il faudrait que je vous donne ma disquette parce que des images, des vidéos, ça n'a rien à voir avec être là quand ça se passe. Et comme je parlais dans ma dernière vidéo du début novembre sur l'actualité spatiale, les éruptions solaires sont pour bientôt 2025. Ça arrive à tous les 11,2 années, donc ça va être génial. Un spectacle à ne pas manquer. Par contre, ça coûte très cher à la Salouite. C'est comparable avec un billet d'avion pour l'Australie. On parle de 3000 $ aller-retour, donc c'est pas vraiment abordable. Mais comment le pilotage dans le Nunavik a-t-il évolué? C'est pas ça qu'on veut savoir aujourd'hui? Eh bien, la technologie est à notre portée. Vous l'avez chez vous, on l'a dans nos avions. On fonctionne avec des iPads qui ont des logiciels comme ForFlight. SpaceX les utilise eux-mêmes dans leur Falcon 9. Donc, la technologie spatiale dans nos avions. Wow! Puis cette même technologie nous a permis d'augmenter la sécurité des vols. Puis ça nous permet de continuer à alimenter en nourriture les villages inuits qui n'ont pas de route entre eux autres. Donc, si on veut sortir des malades, leur fournir de la nourriture, ça prend des avions. Les températures au Nunavik, ça peut aller jusqu'à moins 45 degrés Celsius au mois de février, c'est extrêmement froid. Puis l'été, on a des moustiques de la grosseur d'un bimoteur. Des géants. Bon, les décollages. Comment ça fonctionne tout ça? Bien souvent, on décolle des aéroports, on voit absolument rien, puis on atterrit dans le mauvais temps à l'autre bout dans un autre aéroport.
En réalité, vous le savez, c'est loin d'être des illusions ou de la magie. On parle ici de science. Chaque aéroport possède des minimums de visibilité pour avoir le droit de décoller. Habituellement, c'est un demi-mille. Quand la météo nous permet de décoller, mais ne nous permet pas de revenir atterrir, c'est important d'avoir un aéroport qu'on appelle de dégagement pour être capable de revenir atterrir dans un endroit proche en toute sécurité s'il y a comme par exemple un feu moteur incontrôlable. C'est impossible de décoller puis pas pouvoir atterrir rapidement. Si on n'est pas capable à notre aéroport de décollage, ça nous en prend une dans un certain rayon. Tu peux pas décoller de Montréal, aller à Cuba. Entre Montréal et Cuba, il n'y a rien de bon, puis à Cuba, il fait beau. Ça vous prend quand même des aéroports proches qui ont de l'allure. Les approches. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances dans l'aviation, engagement! Une approche, c'est ce qui va permettre à notre avion de suivre une pente et d'aller atterrir dans le mauvais temps sur une piste à un aéroport. Si on n'avait pas nos instruments, ça serait extrêmement difficile de pouvoir atterrir dans du mauvais temps. On peut le faire quand il fait beau, mais quand il fait pas beau, c'est vraiment important d'avoir des instruments. Donc, on a des approches qui ont été publiées à chacune de nos aéroports. Et chaque piste possède des approches des deux côtés. C'est assez simple, on atterrit ou on décolle toujours face au vent pour avoir plus de portance, puis s'aider à freiner à l'atterrissage. Vous pourrez aller voir ma vidéo sur comment qu'un avion vole. C'est super simple, vous allez comprendre les lois de Newton ou de Bernoulli. Les pistes possèdent un chiffre qui, en ajoutant un zéro, nous donne le nombre de degrés sur la rose des vents. Puis chaque rose des vents a 360 degrés. Donc, si je vous demande le chiffre 24, ça signifie... 240 degrés. Wow. L'opposé de 24, ça serait 0,6. On rajoute un 0, ça signifie... 600. Mais non, ça va jusqu'à 360 degrés la rose des vents, donc... 60. Donc, chaque aéroport et piste possède des minimums qu'on a le droit de descendre pour pouvoir atterrir. Et si tu descends jusqu'à l'altitude minimale et tu ne vois pas la piste, tu appuies sur un petit bouton qui va remonter ton flight director qu'on va parler et tu repars. Tu t'en vas jusqu'à ton aéroport de dégagement qui a été calculé dans ton plan de vol selon la réglementation. Donc, on a toujours besoin d'avoir de l'essence supplémentaire pour se rendre jusqu'à notre aéroport de dégagement. Mais il ne faut pas en mettre trop parce qu'on a peur, parce que ça va nous limiter en poids au décollage, puis on a besoin d'en sortir du stock quand même. Donc, on a vraiment des efforts à faire pour avoir le minimum de carburant pour aller à notre dégagement si jamais on en a besoin, mais en n'étant pas limité pour le fameux payload, le poids qu'on rentre dans notre avion. Et durant l'approche, les pilotes suivent leur flight director, leur directeur de vol. Souvent, c'est rose, ça peut être un X, des V, et les pilotes les suivent comme si c'était un jeu vidéo. Ils ont été programmés par rapport à leur ordinateur de bord qu'on appelle le FMS. Donc, chaque pilotes vont suivre leur flight director, leur directeur de vol, qui va être souvent en rose. Ça peut être une croix qu'on veut garder alignée, ça peut être des V pour un V-bar. Peu importe le flight director que vous avez, il a été programmé selon l'ordinateur de bord, donc le FMS. Vous le suivez comme si c'était un jeu vidéo. Un jeu vidéo, ça veut dire que tu joues à des jeux vidéo toute la journée? Quasiment. T'es un gamer! Donc, l'autopilote peut le faire pour vous ou vous pouvez appuyer sur le petit bouton rouge pour enlever l'autopilote et le faire à sa place. C'est génial. On Nunavik, avec le Dash 8, 100 pieds au-dessus de votre altitude minimale, il va falloir enlever l'autopilote de toute façon et aller atterrir l'avion. Ça n'atterrit pas tout seul un Dash 8, il y a des avions dans le monde qui le font, mais nous autres, les pistes sont tellement courtes, contaminées et différentes que c'est un beau défi à chaque fois. Il va falloir s'ajuster avec le centrage de notre avion, les conditions météo, la piste. Donc, on le fait toujours à mitaine. On est quasiment des pilotes de ligne brousse. C'est ça qui est génial. Mais ce qui a changé avec les années, c'est la navigation à l'aide des satellites. Wow! Avant, on suivait des stations qui étaient au sol et puis on naviguait avec des instruments qui étaient pas très précis. C'était beaucoup plus difficile parce qu'on pouvait pas descendre légalement très bas. Les minimums étaient beaucoup plus hauts. Puis c'est pendant cette période que c'est là qu'il y a eu beaucoup de petites guéguerres de compagnie et de pilotes. Je suis meilleur que toi parce que j'ai rentré puis toi t'as pas rentré. Oui, les gars ils poussaient puis souvent ils descendaient en bas des minimums pour réussir à avoir la piste puis à l'atterrir. Les minimums étaient beaucoup plus hauts. C'est ça qu'on voyait. On était ben trop loin, puis on n'était pas très précis.
Puis à un moment donné, il y avait des limites. Dans notre cas au nord, il n'y a pas eu d'accident, mais il y en a eu beaucoup ailleurs. Les gars poussaient, et puis finissaient par finir dans une montagne, par exemple. Mais au bout de la ligne, la technologie a enlevé cette mauvaise pression d'il y a 20 ans, en augmentant la précision de votre avion sur l'approche à l'aide des satellites ou si vous préférez des GPS comme vous avez dans votre téléphone ou votre auto. C'est un relèvement de satellites qui vont nous donner une position tellement précise qui vont nous permettre légalement de descendre beaucoup plus bas jusqu'à un minimum impensable. Et toute cette sécurité, eh bien, c'est grâce au spatial. Wow! Et c'est pour ça qu'on est passé à des minimums de descente de 1000 pieds à 250 pieds en l'espace de 10 ans. À l'époque, les équipements à bord des avions n'étaient vraiment pas précis, puis les pilotes n'avaient pas le choix de se débrouiller avec ce qu'il y avait. Tout se passait avec des stations au sol versus dans notre avion, on avait des aiguilles qu'on suivait du mieux qu'on pouvait pour réussir à aller chercher une route, une course. C'était pas très précis. Ça fonctionnait, mais c'était juste basic. Et bien souvent, il fallait sortir des cartes papier pour faire des lignes avec des règles pour trouver l'endroit où on était vraiment. Il y a eu même un temps qu'il y avait des relèvements avec les étoiles. Moi, j'ai vu ça dans un DC-9. J'ai pas connu ça dans ma vie, mais ça existait. Je pense que j'aurais pu me débrouiller. J'ai connu mes constellations. Les connaissez-vous? On avait également des calages altimétriques qui nous provenaient de certaines personnes au sol qui faisaient régulièrement des erreurs. Mais c'est quoi ça, un calage altimétrique? C'est assez simple. Selon les pressions dans l'atmosphère terrestre, on peut vivre des hautes pressions, des basses pressions. On peut avoir des molécules d'air plus compactes. Ça va dépendre des systèmes météo qui vont influencer. Et l'altimètre de notre avion doit être ajusté avec le bon calage. Le calage, c'est une pression en pouces de mercure que vous avez besoin de setuper dans une capsule anéroïde. J'irai pas plus loin que ça, mais l'altimètre, c'est notre vie. On a vraiment besoin de ça pour vivre en tant que pilote d'avion. Ce cadran est vraiment important. Pourquoi? Parce que quand on va toucher les roues à un aéroport, il faut exactement que l'altitude de l'aéroport soit écrite sur l'altimètre. Et à l'époque, on avait souvent des moins 200, ce qui n'est pas normal. Le zéro absolu, c'est quoi? C'est le niveau de la mer. C'est au-dessus de l'eau. Pour cette raison que si on regarde l'altitude de l'aéroport de Québec, on aurait 244 pieds. Montréal, environ 100 pieds. Schefferville, 1700 pieds. Ça va changer d'un endroit à l'autre, mais moi, si j'atterris à Schefferville, j'ai pas envie d'avoir sur mon altimètre 0. Je veux voir 1700. Mes calculs vont être faits avec 1700 quand que je vais toucher. Donc, le calage est vraiment très important. L'évolution, on a des stations automatiques. Ça veut dire qu'automatiquement, on peut aller sur une fréquence chercher notre bon calage. C'est pas un être humain qui le fait, c'est une machine, ça fonctionne toujours. En plus, si la machine ne fonctionne pas, on a des gens au sol qui ont été entraînés pour ça. Ils sont géniaux. Ils nous donnent les bons calages. Et en plus de tout ça, on parlait des satellites, c'est génial parce que même si vous n'avez pas nécessairement le bon calage, nos approches, on les appelle des LPV, c'est des approches qui sont tellement précises que quand on va suivre notre flight director, il ne se basera pas sur l'altimètre, mais sur une ligne imaginaire qui, lui, va se créer. Donc, le flight director va suivre la ligne imaginaire, peu importe ton calage altimétrique. Wow! Hey, on est rendu dans ce cas-là. Lui, il s'en fout, il va continuer à suivre quand même notre flight director. Puis on devrait toucher ici à 1700 pieds. Mais on ne touchera pas à 1700 pieds parce que le flight director est fiable grâce à nos satellites. On serait déjà rendu mort en dessous de la Terre présentement. Mais la piste est là, puis on peut l'atterrir en toute sécurité. Bon, ici, j'ai downgradé mes FMS en LNAV, seulement que latéral navigation. Vous voyez, verticalement, j'ai plus de précision requise, donc il va se fier sur mon altimètre. L'altimètre est à 3000, mais en réalité, c'est 2970, donc il serait supposé être beaucoup plus bas que ça, mais il est trop haut. Mais la pression, en réalité, est plus basse que ça. From high to low, watch below. Regardez bien ce qui va se passer quand je vais me rapprocher de la piste. Présentement, dehors, on ne le verrait pas, on serait des nuages, mais on est beaucoup plus bas que prévu. N'oubliez pas que c'est supposé d'être 2970 ici et non pas 3000. Le calage n'a pas été bien setupé. Quand je vais arriver à 1950 pieds, que croyez-vous que nous allons voir à l'extérieur? On serait supposé d'être à 250 pieds ça, mais regardez mon radar altimètre qui descend. Oh! La piste est en train de monter. C'est mauvais, ça.
Wow! On vient de se crasher avant la piste. Pas cool, hein? Parce que quand on est au sol, on indique 2000 pieds et non pas 1700. Oh là 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 là, c'est pas cool! Malgré cette évolution positive, eh bien, le Nunavik, c'est encore l'endroit où vous pouvez retrouver les conditions météo les plus changeantes. Et dans une journée, c'est vraiment pas rare de faire 8, 9, 10 atterrissages et décollages, contrairement à d'autres compagnies qui peuvent en faire en moyenne 2, 3 dans leur journée. Chaque endroit est différent. On peut avoir des belles météos à un endroit, des ciels complètement bleus et du gros brouillard à l'autre endroit. Peu importe, ça change plus rien puisqu'on suit nos instruments. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Le mot cowboy n'a plus rien à voir avec ce que c'était à l'époque, mais on est encore plus équipé pour faire le travail d'une façon extrême, mais sécuritaire. Et malgré cette sécurité omniprésente, eh bien, on a encore des conditions extrêmes. La météo, le givrage, les orages, les vents, les conditions de piste, les problèmes mécaniques au sol. Wow! C'est tout sauf routinier, je peux vous le dire. Faut être débrouillard. Les pilotes qui veulent aller vers l'international puis qui arrivent du Nunavik, les portes s'ouvrent complètement. Pourquoi? À l'époque, les cowboys du Nunavik n'étaient pas très bien vus dans l'industrie. Mais aujourd'hui, c'est clair que les compagnies adorent ce genre de pilotes. Pourquoi? Parce qu'ils sont débrouillards, ils s'ajustent aux situations, ils ont énormément d'expérience, du handling pour atterrir dans des conditions extrêmes, des vols aux instruments, ils vont faire du simulateur, ils font le métier de pilote de ligne avec un métier de brousse. C'est un beau mélange. De plus, on travaille dans le contrôlé, on travaille dans le non contrôlé. Le Nord, on s'ajuste à toutes les situations. Les pilotes du Nord sont habitués d'avoir des journées longues, de se débrouiller. C'est du monde passionné, d'aventure, tellement humain. On n'a pas le choix avec ce qu'on vit à l'autre bout. C'est pourquoi les autres compagnies adorent le côté opérationnel, sécuritaire et diversifié des pilotes passionnés du Nunavik. Alors la prochaine fois que vous verrez les pilotes d'Air Inuit au terminal à Dorval avec une tuque au lieu d'une casquette de pilote, n'hésitez surtout pas à venir jaser avec la grande famille des anciens cowboys du Nunavik. Et d'ici là, levez les yeux au ciel parce que le futur, votre futur, ça commence maintenant.